Xavier Timbaud, bonjour. Bonjour, Ça va? très bien, Je suis merci. très content de vous revoir après quelques années de recul sur ce projet European Crisis Games où on avait eu le plaisir avec les étudiants de vous rencontrer à plusieurs reprises. Je crois savoir que depuis le moment où on vous a rencontré, où à l'époque vous étiez directeur d'un département, Mm. vous êtes finalement aujourd'hui arrivé au stade du directeur de l'ensemble de la maison OFCE. Voilà, mais en même temps, pas grand-chose change après tout, D'accord. parce que je reste à l'OFCE, je reste aussi économiste, la crise continue, même si elle a connu d'autres développements et même s'il y a d'autres questions qui se posent. Donc, en fait, il y a quand même aussi une grande continuité à la fois dans les préoccupations, dans la façon de travailler. Si vous voulez bien, on pourrait évoquer le projet European Crisis Games. Ça, c'est la pièce en fait qui est tirée de cette expérience. Au moment où on s'est rencontrés, elle n'avait pas encore de nom, cette pièce. C'est un groupe d'étudiants de Sciences Po qui a commencé par vous rencontrer parce qu'ils travaillaient sur le projet pour collecter un certain nombre d'interviews sur ce sujet de la crise et des conséquences de la crise en Europe. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Bon, d'abord, j'en garde un très bon souvenir. Le premier moment, ça a été quand même une rencontre avec des étudiants, et une rencontre avec des étudiants qui étaient dans une démarche un peu différente, d'essayer d'écrire quelque chose, de construire quelque chose. Après, il y a une autre chose qui était fascinante, c'était le fait que ça changeait complètement le rapport qu'on peut avoir habituellement avec les interlocuteurs, parce que c'était pas un échange qui était sur la base d'un enseignement, donc j'étais pas là pour apprendre quelque chose. C'était pas non plus, j'étais pas là pour leur raconter une analyse ou une histoire, comme on peut le faire avec un journaliste par exemple, qui va en faire une retranscription, mais c'était pour les alimenter dans une démarche créative. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on dit des choses, mais on sait pas très bien ce qu'elles vont devenir, parce que, et c'est un peu la magie, de cette écriture qu'il y avait derrière. Donc, c'était assez intéressant de les voir très impliqués, très intéressés, et puis en même temps de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est-à-dire après tout, voilà, je sais pas trop et je sais pas trop où ça va aller. Donc il va forcément y avoir des surprises et puis voilà, je sais pas trop non plus qu'est-ce qu'il faut que je leur dise pour qu'ils avancent et qu'ils en fassent leur miel. Donc c'était un moment assez intéressant pour ça, c'est-à-dire voilà, d'être dans une nouvelle relation avec les interlocuteurs. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens clairement qu'effectivement, vous aviez, alors je ne sais pas si c'était un effort ou une conscience en tout cas, mais vous aviez su dire à la fois les choses, les faits, mais en même temps apporter dessus un commentaire qui n'était pas, même si vous êtes expert dans le sujet, qui n'était pas un commentaire seulement d'expert, mais qui était aussi un commentaire qui parlait de vos émotions, qui parlait de ce que vous aviez ressenti. Et c'est sûr que pour les étudiants comme pour le travail qui a suivi ensuite, cet aspect émotionnel, il est très important parce qu'il permet de voir des événements et des faits sous un angle vivant et sensible. Oui, oui, tout à fait. Alors, et puis, ce qui n'était pas évident, c'est d'arriver à créer ça. C'est-à-dire que, évidemment, au début, on parle, on dit un petit peu ce qu'on a l'habitude de dire. On a quand même quelques mécaniques comme Bien ça sûr. et quelques recettes. Voilà, bon, mais voilà, l'échange avait duré suffisamment longtemps, effectivement, pour s'approfondir un peu. Une autre chose qui avait été très intéressante dans l'échange, c'était l'idée que dans une situation économique, dans une crise, mais dans n'importe quelle situation dans laquelle il y a un petit peu de conflit, un petit peu de difficulté, en fait, il y a plusieurs points de vue. Et essayer d'explorer la multiplicité de ces points de vue, la rationalité de ces points de vue, ou l'irrationalité dans certains cas, c'est-à-dire ou les choses qui peuvent déborder en colère, en émotion, en tentation, en jalousie, parce que toutes ces choses-là sont quand même aussi... même si on l'oublie un peu parfois quand même, des moteurs essentiels dans les affaires économiques. C'est pas que de la rationalité. Il y a beaucoup d'affect. Il y a beaucoup d'affect, et puis le mot intérêt cache souvent plein de choses. C'est-à-dire que dans l'intérêt, il n'y a pas forcément que des choses très logiques et très posées, mais il peut aussi y avoir de l'envie, de la jalousie, de la colère, de la fatigue, voilà. Enfin bon, il y a donc essayer d'explorer ces points de vue et justement dans leur dimension émotionnelle et pas simplement dans un descriptif strictement rationnel dans lequel on essaye d'appliquer, d'essayer de comprendre une logique, mais aussi dans lequel on essaye de nourrir des
des êtres humains, enfin, avec toute leur bassesse et leur grandeur. Mais voilà, ça c'était un exercice assez intéressant et Dans ce assez registre, riche. vous vous souvenez dans ce registre avoir essayé de passer en revue des points de vue de différents pays? Ça faisait partie de l'exercice, je vous demandais de vous placer du point de vue allemand, puis du point de vue grec, puis du point de vue portugais, et vous aviez essayé de vous dire, ah oui, de ce point de vue-là, dans tel pays, ils ont dû vivre ça. Et en fait, ça vous avait beaucoup amené à passer par le sensible à ce moment-là, oui. Oui, parce que effectivement, dès qu'on est placé de la question du point de vue, voilà, on décortique les intérêts, mais on se met un peu à la place. Donc, comme on se met un peu à la place, peut-être qu'on invente un peu des émotions qu'on aurait pu avoir dans les mêmes situations. Mais c'est sûr que ça invite à incarner un peu plus les acteurs, les situations, et pas simplement à les analyser d'un point de vue global. Voilà. Donc c'était enfin, c'est en même temps quelque chose qu'on fait dans notre travail, parce que forcément la multiplicité des points de vue, elle est importante. Enfin, dès qu'il y a des situations conflictuelles, il faut essayer de comprendre cette multiplicité des points de vue. Et puis cette multiplicité des points de vue, elle est aussi extrêmement importante dans la pédagogie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer les mêmes choses à des personnes différentes de la même façon. Il faut quand même... Voilà. Mais là, l'exercice était allé un peu plus au cœur en fait, de cette problématique, puisqu'il s'agissait d'essayer de décrire ces différents personnages pour... moi, j'imaginais à l'époque, pour essayer de les construire, de les faire vivre. C'était pas mon travail, ça. Non, bien sûr. Mais il s'agissait d'essayer d'alimenter cette dimension-là. Je vais vous montrer un extrait, si vous voulez. Ah, bien sûr. Keith said that all innovations in finance are innovations in leverage. Crudely, leverage is what you borrow in proportion to what you've got. Leverage is the idea that it's better to play with somebody else's money than with your own. It distinguishes between money and the intelligence that plays with money. Xavier Timbaud, Director of the Analysis Department of the OFCE, an Observatory for Economical Studies. Okay, so it's vital that the other does really know what I'm doing. We call it the informational veil. There has to be trust. Yeah, it's all about trust all the time. You isn't always it? need to trust in Yes. someone. Yeah, I have to convince the other with data and models. And I force him to see things my way in order to convince him to give me his money. With leverage, we create a carefree attitude. En voyant ces images, etc., est-ce que ça vous rappelle des souvenirs de la représentation? Est-ce que vous vous souvenez de l'effet que ça a eu sur vous quand vous avez vu ce spectacle? Oui, très bien, oui, je l'avais vu au lycée Turgot. C'est assez émouvant, en fait, de se retrouver comme ça, en miroir, en fait, de ce qu'on a raconté, de ce qu'on a analysé, et puis de voir ce qu'on dit, et ensuite utiliser, et puis on perd le contrôle, en quelque sorte, sur ce qu'on a dit, et c'est mélangé avec d'autres choses. Alors effectivement, il y avait cette partie avec beaucoup de chaos, avec des citations, des mots qui partaient dans tous les sens, et où ça devient un peu effectivement un brouhaha. Bon, voilà, donc c'était à la fois très amusant et puis très émouvant. C'est un petit peu comme quand on lit la copie d'un étudiant et que on reconnaît à la fois ce qu'on lui a appris, et puis en même temps où on voit qu'il en a fait quelque chose avec son intelligence, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a appris par ailleurs. Il a digéré d'une certaine façon. Et puis voilà. Alors donc vous vous dites, oui, j'ai quand même une certaine responsabilité par rapport à ce que je dis. Et puis en même temps, c'est plus moi, quoi. C'est quelqu'un qui s'en est servi, qui l'utilise. C'était quand même assez construit, joué. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec les acteurs aussi à la fin de la représentation. Donc voilà, c'était amusant parce que je les avais pas rencontrés avant, donc je pense que c'était eux qui étaient le plus surpris en fait. Que vous soyez là. À la fois que je sois là et puis tu vois, de se dire tiens, c'est lui qui a dit ça, il ressemble à ça. Parce qu'il l'avait interprété là comme l'acteur portugais avec un accent portugais. Donc il avait interprété quel pouvait être le personnage qui disait ces choses-là. Et puis voilà, maintenant il était confronté à la réalité de la chose. Donc ça aussi c'était à la fois amusant et émouvant. Mais c'était aussi une belle expérience de rentrer dans ce jeu-là, de nourrir ces étudiants qui avaient travaillé sur le projet, et puis de voir qu'ils en sortaient. Donc
c'est un bel échange. Enfin, je ne regrette pas du tout d'être allé voir la pièce. Je pense que sans aller voir la pièce, l'expérience aurait été un peu incomplète en fait. Non, c'était un réel plaisir, un peu intimidant, mais un réel plaisir d'avoir participé à tout ça et d'avoir modestement nourri le travail qui avait été fait. Dernière question par rapport à votre perception du discours que vous avez habituellement, puisque vous êtes enseignant, vous êtes donc régulièrement devant des élèves à leur donner un point de vue construit d'experts et d'économistes sur la différentes situations économiques. Vous êtes aussi amené à écrire des articles, vous êtes amené à prononcer des discours, à être speaker dans différentes conférences. Et là, vous êtes dans une situation un peu différente puisque vous contribuez d'une certaine façon à une œuvre artistique. Comment est-ce que vous percevez cette place-là par rapport à la fois à votre travail et puis peut-être au rôle que peut jouer le théâtre ou l'art en général pour explorer des sujets politiques? Comment vous voyez ça? Alors, il y a plein de choses. Alors, il y a une première chose qui est que c'est toujours horriblement difficile et douloureux parce que la pensée, la recherche, l'analyse, c'est quelque chose qui se construit perpétuellement, qui n'est jamais achevé en fait. Et qui laisse toujours un sentiment d'inachevé, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à parfaitement comprendre. Alors, le problème, c'est que quand on écrit, quand on enseigne, il faut arrêter, il faut dire, voilà, ok, il y a des choses que j'ai pas compris, il y a des choses que je sais pas, il y a des choses qui sont pas claires, mais il faut quand même que j'arrive à produire un discours. Voilà. Et ce qui est toujours difficile, c'est d'entendre le retour, parce que, bon, il y a un moment où il faut se lancer, on apprend à se lancer, on le fait, mais voilà, quand on entend ce que les gens ont entendu, ce qu'ils restituent, on est toujours un peu inquiet, en fait. Non pas que sa pensée était mal traduite ou trahie, mais on est inquiet de ce qu'on n'aurait pas bien compris les choses, et que finalement on aurait embarqué les gens dans une mauvaise direction, ou avec des idées qui étaient fausses, ou qu'on n'a pas réussi à être suffisamment, disons, subtil, ou donner les poids respectifs aux différents arguments, et que peut-être il y en a un qui est devenu très saillant, mais que en fait, c'est pas ce qu'on voulait dire, ou c'est pas ce qu'il faut dire. Donc voilà, il y a toujours ça, c'est quelque chose de difficile. Et alors, dans ce travail-là, c'était particulièrement difficile parce que il s'agissait d'en faire un spectacle, et donc c'est pas simplement une copie d'un étudiant, voilà, parce qu'une copie d'un étudiant, quand ça vous plaît pas, vous dites il a pas compris, mais quand c'est un spectacle, on peut pas dire voilà, d'un seul coup c'est public, il y a une dimension ouverte, il y a une dimension ouverte, et en même temps c'est pas non plus un texte qu'on a écrit, qu'on a pu relire et qu'on a pu peaufiner, parce que voilà, il s'est un peu échappé. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'était plutôt une bonne surprise, c'est que en tout cas, personnellement, moi, le problème principal que je vois dans la pédagogie et dans l'écriture, c'est, on se dit, c'est très compliqué, c'est très riche, et puis il faut arriver à faire comprendre ça, donc on va être obligé de simplifier, et la simplification, c'est aussi une trahison de la réalité, etc. Et donc il y a toujours cette question de la richesse de l'expression. Donc, comment on fait pour arriver à dire des choses compliquées et malgré tout être compris? Et la bonne surprise dans cet exercice, c'était que, en fait, il y a dans la création artistique une richesse qu'on n'imagine pas quand on parle avec ceux qui vont créer. Peut-être que ceux qui vont créer le texte et qui vont le jouer ensuite n'imaginent pas non plus cette richesse. Mais quand on le voit, on entend à la fois ce qu'on a dit, mais aussi des tas d'autres choses. Et donc c'est là que cette étincelle de richesse se produit. Et ça, c'est une assez bonne surprise, parce que c'est un autre moyen d'expression. Alors, il est plus compliqué, parce qu'il faut beaucoup d'énergie de beaucoup de gens. Et vraiment, je dis ça parce que la mienne n'était pas la plus importante dans l'opération. J'avais vraiment la partie facile du travail. D'ailleurs, je n'ai pratiquement pas travaillé en fait dans cette histoire, mais voilà. Mais c'était quand même le fait d'avoir cette richesse d'expression qui jaillissait en fait de tout ça. Et donc ça c'est une très bonne surprise, parce que on se dit ok, les quelques heures qui ont été passées à participer à tout ça, et les nombreuses heures que tous ces gens ont mis dans ce projet, en fait ça sert à quelque chose. C'est pas juste un exercice de plus, c'est pas juste, ça peut pas être remplacé par un cours ou par un article. Ça apporte quelque chose en termes d'expression,
Et voilà. Et puis, ça oblige aussi à une forme de modestie, parce que de se dire, on le sait, mais c'est pas toujours évident quand on fait de la recherche ou quand on enseigne. On sait bien qu'on n'est pas tout seul à parler. Enfin, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui écoute, qui comprenne, et puis qui redise, et puis qui échange. Enfin, et donc, tout message est quand même une œuvre collective. Donc, alors quand on est enseignant ou quand on est chercheur, on se cache un peu cette réalité-là. C'est-à-dire, quand on est professeur, on est face à 300 étudiants. Il faut les oublier, parce que sinon on peut être noyé ou très intimidé. Quand on écrit un article, on l'écrit tout seul, on est face à sa page blanche, on parle avec le relecteur, mais c'est des petits groupes finalement, et on discute rarement avec les gens qui vous lisent. Voilà. Alors que là, le processus collectif est quand même beaucoup plus explicite, et donc c'est une expérience assez intéressante et assez enrichissante.